Salut à tous, je suis Naïm Terrache et bienvenue dans La Grande Évasion. Ici, on vise la liberté financière sous toutes ses formes, on parle investissement, business, argent et développement. Si toi aussi tu veux t'évader de la routine et de ton boulot un jour, assieds-toi confortablement, on avance ensemble. Ce que je vais vous proposer est à la fois extrêmement lucratif et extrêmement risqué. T'as décidé de jouer le tout pour le tout, de ramasser le paquet et de te tirer à Vegas, c'est ça? Non, c'était un petit peu plus compliqué que ça. Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Bonjour à tous et bienvenue dans La Grande Évasion. Aujourd'hui, j'ai discuté avec Pauline Palmade, une visionnaire qui a bravé le chemin de l'entrepreneuriat après une carrière impressionnante chez Chanel. Son audace et son désir d'impact ont donné naissance à Mumazing, une application mobile conçue pour transformer la maternité en une expérience sereine et enrichissante. Pauline a fait le grand saut, troquant les projecteurs de la mode de luxe pour l'univers bouillonnant de la technologie et de l'innovation. Avec Mumazing, elle apporte une solution holistique aux défis quotidiens des mamans dès la grossesse, en combinant soutien émotionnel et solutions matérielles pratiques. Avec une approche qui va au-delà du commerce, Pauline et son associé ont créé une plateforme où les mamans peuvent non seulement trouver des produits de seconde main pour leur bébé, mais aussi un espace de soutien et d'échange fort d'une communauté de moms bienveillantes et de professionnels de la maternité. Pauline nous dévoilera les coulisses de ce voyage entrepreneurial, de ses débuts chez Chanel à la naissance de Mumazing et comment elle transforme les défis en opportunités. Voici Pauline Palmade dans La Grande Évasion. Pauline, bienvenue dans La Grande Évasion. Merci beaucoup Naïm, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Merci à toi d'être ici dans mon bureau, un café parisien comme d'habitude. Alors je commence par le commencement, on est le 3 janvier 2024, tu es ma première invitée de l'année, donc je te remercie beaucoup et je te souhaite une très belle année 2024. C'est gentil, je me sens privilégiée et je te retourne très bonne année à toi. Je te remercie, qui doit être pleine de projets pour toi j'imagine. Exactement. Alors qu'est-ce que tu as en tête là ? Une année très prometteuse où le focus va être vraiment du coup mon projet entrepreneurial que j'ai déjà lancé sur plutôt la fin de 2023 mais qui là devrait vraiment se concrétiser et prendre tournure. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que cette année 2024 me réserve. Mais voilà, j'ai confiance et j'espère que dans un an, je pourrai te dire que j'ai atteint tous ces objectifs. Alors, en tout cas, tu mets tout de ton côté parce que tu es un peu partout sur LinkedIn, tes posts arrivent partout. On va en parler de ton projet Mumazing, si je le prononce bien, Exactement. qui est le mélange de mom et de amazing. Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, il est temps de prendre des cours d'anglais et ça veut dire maman incroyable. Quoi, surprenante. Voilà, Mumazing. Donc on va revenir sur ça. D'abord, si tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, qui connaissent pas ton parcours et tout, vas-y, je t'en prie. Donc, je m'appelle Pauline Palmade. J'ai passé 5 ans chez Chanel en tant que chef de produit sur différents postes. Courant 2023, j'avais vraiment un projet qui me tenait à cœur, donc Mumazing. Et j'ai décidé de lui donner sa chance en sachant que voilà, je ne pouvais pas concilier dans tous les cas ma vie de salariat avec ma vie d'entrepreneuse. Donc, j'ai décidé de partir de chez Chanel pour me lancer à plein temps sur ce projet-là. Et du coup, ça fait quelques mois que je suis dessus et que je me suis associée. Et là, le lancement est prévu de manière imminente. Donc j'ai hâte et je suis ravie. Ok, alors tu étais chez Chanel, oui. Donc, qui est une grande maison de luxe. C'est pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu faisais chez Chanel ? J'ai commencé par un stage de fin d'études où je travaillais du coup toujours en parfum beauté en fait. Pendant les 5 ans, j'étais en parfum beauté. Néanmoins, le premier stage, c'était côté sur les 3 axes, donc parfum, soins et maquillage. Et je m'occupais des événements qui étaient implémentés dans le travel retail. Donc, à titre d'exemple, tu arrives à l'aéroport de Barça, tu es en plein terminal 1. Au milieu, il y a un énorme pop-up qui est éphémère et qui va durer 3 semaines. Bon, ben voilà, ça venait du siège en travel retail. Et c'était nos équipes, du coup, qui le designaient et qui le mettaient en place pour promouvoir les lancements des produits. Donc, j'ai fait ça pendant 6 mois. Et après cette expérience, j'ai rejoint ce coup-ci la team Monde. Donc, le siège étant aussi à Paris. Et là, j'étais en charge plus du merchandising. D'accord. Donc ça va être plus le mobilier en fait qu'on va retrouver et qui permet d'exposer le maquillage puisque j'étais essentiellement sur l'axe make-up j'étais sur la partie aussi trade marketing, donc tout ce qui est pop-up et événements éphémères encore une fois et qui matchait avec le merchandising et tout le concept de la campagne.
Qu'est-ce que tu as appris chez Chanel? C'est quoi les 2 ou 3 trucs que tu as vraiment là, comme ça, sans réfléchir, là, on top, que tu as appris et qui t'ont marqué? Alors, c'est l'expérience client, sans nul doute, surtout sur du coup mon 3e poste, celui par lequel j'ai terminé, où je suis restée quasi 2 ans dessus, et j'étais chef de produit du coup pour la France, donc en fait responsable de tous les maquillages qui étaient déployés au niveau France. Wow. Et vraiment là, c'était impressionnant à quel point le client est au centre de la stratégie. L'image est au centre de la stratégie. Au-delà finalement du chiffre, il y a vraiment un enjeu de notoriété et d'excellence. Je pense que c'est le cas dans beaucoup de maisons de luxe, mais je pense que Chanel est quand même, met quand même un point d'honneur à respecter son expérience client plus que les autres marques. En tout cas, c'est la sensation que j'avais en termes d'objectifs en interne. Oui. Et est-ce que une chose amène toujours la suivante. Est-ce que t'as senti que c'est ça qui t'a poussé vers ton projet maintenant Mumazing? Alors, parce que tu écoutes oui. beaucoup tes clientes aussi sur Mumazing. Exactement le côté client-centric, je suis tout à fait d'accord, c'est exactement ça. De même, le côté excellence, rigueur, service client, etc. C'est vraiment quelque chose que je veux aussi mettre en avant avec Mumazing. Et après, je dirais finalement que les points communs entre ma carrière précédente dans l'univers du luxe et ici, ça va être aussi d'être au service des femmes, puisque étant en plus particulièrement sur le maquillage, même si on avait une ligne pour hommes, ça c'était orienté principalement pour mettre en lumière et faire ressortir toute l'audace de chaque femme. Et là, avec Mumazing dont je vais parler, c'est aussi le but est aussi d'être au service des femmes. De leur faire gagner du temps, de leur faciliter la vie. Donc on retrouve quand même cet univers-là qui est commun entre les deux postes. Oui. Alors, Mumazing, tu vas nous en parler. C'est une application, c'est ça? Exactement, c'est une application mobile. Alors, à quoi ça sert? À qui ça s'adresse? Raconte-nous. Alors, comme son nom l'indique, donc ça va être essentiellement orienté pour les mamans, même si bien sûr les papas auront un rôle à jouer, parce qu'on sait qu'ils sont bien sûr impliqués dans la parentalité. Donc le but n'est pas de les écarter. Néanmoins, ce sera essentiellement une application pour faciliter la vie des mamans, donc orientée vers la maman, créée par les mamans pour les mamans. Comment en fait on va leur faciliter la vie à ces mamans? Il va y avoir différents aspects, différentes fonctionnalités. Non seulement le côté matériel sera balayé, mais aussi le côté émotionnel. L'idée, c'est d'avoir vraiment une marketplace seconde main destinée à la maman. Donc, ça peut être les vêtements de grossesse, d'allaitement, par exemple, et destinée au bébé, les articles entre 0 et 3 ans. D'accord. Mais aussi d'avoir toute une partie, un soutien émotionnel, puisqu'on sait que c'est quelque chose qui est souvent le cas, mais qui est particulièrement dur à vivre pendant la grossesse. Du coup, l'idée, c'est d'avoir une communauté de mamans qui s'entraident, qui échangent, qui se donnent des conseils, ainsi qu'un soutien de professionnels liés à la maternité. Ça peut être autant un sophrologue qui vient expliquer comment mieux dormir pendant son 3e trimestre, qu'un nutritionniste qui vient parler de la diversification alimentaire pour le bébé, ou encore une coach qui vient expliquer à la maman que le retour au salariat va peut-être mieux se passer que ce qu'elle pense et qu'elle arrête d'appréhender. Donc vraiment tous les métiers, si tu veux, autour de la maternité et qui vont pouvoir soulager l'esprit de la maman seront mis à l'honneur sur l'application. Donc, Ok, alors toi tu n'es pas maman. Non. Mais c'est ça que j'aime beaucoup dans tes posts, c'est que tu as retourné l'omelette, comme on dit en Espagne, en disant oui, je suis pas maman, mais c'est pas ça le sujet en fait. Et c'est vrai, parce qu'on n'a pas besoin non plus d'appartenir à sa cible pour forcément la servir le mieux possible. Exactement. Tu t'es pas laissé abattre, quoi. Ça, j'ai l'impression que tu es quand même une personne assez tenace. Alors, tout à fait. En fait, l'idée, je me suis dit que donc, c'était un projet qui me tenait à cœur, mais effectivement, j'étais pas maman. Donc, il y avait 2 aspects. Soit je le voyais comme un énorme challenge, un défi, et en fait, j'essayais de prendre le contre-coup, quoi, et d'en faire un avantage. Soit je me disais que du coup, je pouvais pas réussir parce que j'appartenais pas à cette team de même.
Et bon, j'ai opté pour la première option, comme tu Bravo. le sais. Et donc, en fait, ça m'a forcé, si je puis dire, à me rapprocher du coup de ma cible dès le jour 1. Ça, on va en parler. Ouais, vas-y. Je te Voilà. laisse continuer, Et, mais je veux qu'on revienne sur ça après. Ouais, et à échanger avec elles pour les comprendre, pour comprendre leurs besoins, comprendre leurs problèmes et être sûr de sortir du coup une app qui soit complètement en adéquation avec leurs attentes et pas quelque chose qui sortirait juste de mon esprit mais qui est pas prouvé, qui est pas avéré. Et en fait, ce qui m'a finalement beaucoup apporté, c'est que je suis pas biaisée par ma propre expérience. Absolument. Or, on sait qu'il y a autant d'expériences que de manières de vivre sa grossesse, sa maternité. Et donc là, je partais un peu sur un terrain neutre. Et c'est un peu, bon, ok, dites-moi tout, apprenez-moi tout, et moi, je vous aide. Ouais, Donc, t'as théorisé la grossesse et la maternité. Alors, comment tu commences? Parce que t'es quand même, on va être honnête, on est en France. Je suppose que chez Chanel, t'avais un CDI, t'avais des super conditions, un super package, je connais la maison. Qu'est-ce qui a fait que t'as quand même voulu sauter de la falaise? Oui, donc c'est un vrai dilemme, hein, d'autant plus que j'étais hyper épanouie sur mon poste, j'avais une équipe de choc, vraiment des managers hyper inspirantes, bienveillantes, brillantes, donc il y avait d'autant plus, on va dire, d'ingrédients dans la recette pour me faire rester. Mais voilà, ça faisait 5 ans que j'étais chez Chanel. Je savais que plus j'allais rester, plus j'allais avoir d'opportunités. Finalement, il n'y a pas vraiment d'hyper bons moments, sauf bien sûr les gens qui sont au bord du burn-out ou je ne sais quoi et qui sont poussés vers la sortie. Mais pour ma part, je me suis dit ça peut aller comme ça pendant les 10 prochaines années et je sais que ça se passera bien en fait. Ouais. Et donc du coup, c'était un peu... ok, il n'y a pas de bon moment. Moi, j'ai ce projet qui me tient à cœur. Je sais que je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Ça fait partie de mon projet de vie. Tu le savais? Oui, ça faisait un moment pour le coup que ça me donnait envie, que je le sentais. Et je me suis dit, il n'y a pas de moment parfait, mais en fait, je vais faire de ce moment-là le moment parfait. Et tant pis, c'est un vrai dilemme, mais finalement, je prends plus de risques à ne pas essayer que de tenter, quoi, parce que je suis partie en super bon terme. Je pense que je garderai quand même les compétences qu'il faut pour travailler dans cette maison-là. Bien sûr. Donc, si vraiment il y a un souci, ou même je me disais si l'entrepreneuriat ne me plaît pas, parce que c'est quand même... très dur. C'est particulier, hein, c'est tellement différent du salariat que ça peut ne pas plaire, je le sais. Mais du coup, je me suis dit, il y aura toujours un point de retour. Et si vraiment je ne m'épanouis pas dans ce challenge-là, eh ben, c'est pas grave, je reviendrai et j'aurai tellement appris que ça ne pourra que me servir dans mes futures positions. Donc finalement, le risque, il était assez minime. Et je me suis dit, ok, c'est une maison qui est grandiose et qui continue à me faire rêver au bout de 5 ans en interne. Mais j'ai un projet qui me fait encore plus rêver et qui me challenge encore plus, donc je vais j'y le vais, tenter. quoi. J'y vais. Alors, tu sais, moi, dans la grande évasion, j'aime beaucoup le concret parce que tu sais, t'as vachement tu connais, hein, t'es quasiment de la même génération que moi. Je me rajeunis un peu, allez, c'est cadeau. Mais tu vois, il y a les gourous, les formations, les mecs qui te rendent riche en 1 minute. Avec le contenu, ça a explosé ces dernières années. Donc, on sait plus trop qui est qui. Quand tu lances un business, moi, j'aime bien avoir le concret. Donc, t'es chez Chanel, tu décides de te lancer dans ton projet à fond. Ouais. Qu'est-ce que tu fais concrètement jour 1, t'as quitté Chanel? Ouais. Alors, déjà, il faut savoir que j'ai pris un break quand même entre les deux. Je vais pas mentir. J'avais besoin de passer de mon ancienne vie à ma nouvelle vie dans les meilleures conditions. Néanmoins, quand je me suis posée donc le jour 1 pour commencer cette aventure entrepreneuriale, l'idée c'est vraiment d'avoir fait une veille concurrentielle qui soit la plus complète bien sûr possible. Alors qu'est-ce que tu veux dire par là pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? Oui, donc une veille concurrentielle, ça consiste à étudier tout le marché finalement, donc le marché de la maternité, en sachant qu'à la base du coup j'étais partie juste sur le côté marketplace, moi, plus sur le côté matériel. D'accord. Mon projet a énormément évolué à force de parler du coup à ma communauté, mais du coup le début c'était vraiment essentiellement une marketplace, donc je me suis intéressée sur tout ce qui existait en termes de marketplace sur le marché. On va pas forcément les citer, mais d'autres gens, d'autres concurrents.
Et une fois que j'ai établi une picture et que j'ai surtout défini dans quoi ma marketplace allait vraiment se différencier, j'ai interrogé du coup mes premières clientes, mes premières prospects pour les comprendre et puis pour voir ce qui les intéresserait, ce qui marche chez les autres, ce qui ne marche pas, pourquoi elles seraient susceptibles de changer pour venir chez moi et ce dont elles ont besoin. Et en fait, petit à petit, c'est là que ça a évolué et que mon marché s'est affiné et s'est réorienté aussi, puisque j'ai ajouté du coup les autres fonctionnalités desquelles je te parlais pour vraiment avoir une application holistique qui balayait à la fois le côté émotionnel et matériel. Donc ça a été le début, toute cette phase d'idéation qui se concrétisait avec vraiment plus le côté étude de marché. Et très vite, je me suis dit, ok, on est sur une app mobile, il me faut un tech avec moi. Bien sûr. Or, l'idée, c'était pas non plus d'investir des masses sans avoir vraiment testé le projet. Je voulais vraiment itérer, tester et faire ça de manière rapide. Donc, je me suis dit, je vais m'associer. Et la meilleure personne avec qui m'associer, du coup, c'est un CTO. Donc, j'ai tout mis en place pour le trouver et je l'ai trouvé hyper rapidement puisqu'il a répondu à une de mes annonces LinkedIn le lendemain de l'annonce. Et après, du coup, j'avais une shortlist, j'ai fait passer différents entretiens et il s'est avéré que je me suis lancée avec... Ok, donc c'était pas alors un CTO, Chief Technical Officer, pour ceux qui connaissent pas, donc tout ce qui est tech et programmation et mise en place de tout ça. Exactement. C'est pas genre, alors j'ai appelé un pote de mon lycée qui avait bidouillé à l'époque sur Internet. Non, t'as posté une annonce, t'as dit je cherche un CTO pour un projet, mais t'avais fait une levée de fonds, t'avais quelque chose, comment t'as fait? J'avais absolument rien, mais du coup j'ai Comment créé... tu passes une annonce pour engager quelqu'un et si t'as rien là, je comprends pas là. J'ai créé un faux profil business, du coup, Génial. une page entreprise. Alors écoutez tous bien, là on est dans le cœur de la grande évasion, les gars. Voilà, vas-y, raconte donc, tout. j'ai créé une fausse page entreprise que j'ai appelée Belly Bazar, donc vraiment rien à voir. Génial. Et dans laquelle, du coup, j'ai pitché en quelques lignes le projet, donc sans en dire trop, mais sans rester trop flou pour attirer aussi. Et j'ai expliqué que je cherchais vraiment, du coup, un associé donc qui allait avoir une dilution, c'est-à-dire un partage des parts pour ceux qui connaissent pas, et que du coup il fallait qu'il soit compétent sur autant le back-end que le front-end. Donc là encore, pour ceux qui connaissent pas, en fait je cherchais un profil qui soit versatile, qui puisse tout coder de A à Z de l'application pour qu'on puisse avancer, faire des prototypes à deux sans avoir besoin d'une tierce personne de recruter ou quoi que ce soit. Donc tu savais quand même, excuse-moi je t'interromps parce que c'est quand même très intéressant ce que tu nous dis, tu savais quand même ce que tu voulais parce que bon déjà tu as fait ton étude de marché, c'est pas tout le monde qui sait faire une étude de marché. Si tu googles comment faire une étude de marché, tu vas peut-être pas trouver des trucs aussi précis que tu m'as dit. Ça, c'était peut-être dû à ta formation que tu as fait. Mais là, ce dont tu me parles avec le CTO, tu as une formation aussi là-dessus ou ça vient d'où toutes ces infos, là, back-end, front-end, là, tous les trucs que tu nous balances là. Moi, j'arrive à répondre parce que c'est bon, j'ai un peu le jargon là, mais t'as appris ça où? Alors, du coup, j'ai la chance d'avoir quand même autour de moi plusieurs entrepreneurs qui n'ont pas forcément sorti d'application mobile, mais qui ont pu me renseigner et me donner un peu les clés et les bonnes directions à prendre de ce côté-là, puisque effectivement, je ne connaissais rien. Chez Chanel, on apprend plein de choses. En école de co, on apprend plein de choses, mais pas du tout tout ce qui est dans le côté tech et développement. Mais du coup, oui, voilà, en me renseignant bien, j'ai vu que ça allait que j'allais avoir besoin de ces compétences de manière indispensable. Et du coup, j'ai eu beaucoup de chance parce que l'annonce a énormément plu. Donc, dès le lendemain, j'ai eu un attrait que je n'attendais pas du tout. D'accord. À peu près une vingtaine de personnes qui avaient répondu. Et donc, fort de ce constat, je me suis dit déjà que le concept... avait du potentiel, ça a un peu confirmé aussi ce que je pensais, et donc j'ai commencé à faire plusieurs tours d'entretien. Et alors quoi, t'as loué les locaux de Chanel là pour tes entretiens? T'as fait comment là? Non, là j'étais déjà partie, mais que du virtuel, que du virtuel, des visios pour voir si ça passe sur le plan humain, pour voir si ça passe sur le plan des compétences, qu'on se marche pas dessus, qu'on est à la même vision. Hyper important vraiment d'être aligné en termes de vision.
Et du coup, j'avais vraiment des profils très capés, D'accord. beaucoup plus experts que moi dans leur domaine, mais aussi sur leur carrière, hein, des personnes un peu plus âgées avec plus de bouteilles. Et du coup, coup de cœur pour mon associé actuel avec qui on a décidé de se lancer dans l'aventure. Très bien. Alors ça, c'était il y a combien de temps? Là, on est en 2024 maintenant. Là, tu vas lancer d'ici peu. C'est ça. Cette histoire-là, elle a commencé quand? À partir de quel moment tu as ton associé? En septembre. Septembre on s'est lancé ensemble dernier. En septembre, exactement. Ok, donc c'est tout récent, quoi. C'est tout récent. Il y a 4, 5, 6 mois, quoi. C'est ça, voilà. exactement. Donc là, tu as trouvé l'équipe gagnante. Voilà. Tu commences à itérer. Ils commencent à bosser pour te faire un prototype, j'imagine, d'application avec toi, ton cahier des charges, etc. Exactement. Et vous lancez quoi? Vous lancez où? Comment ça se passe? Alors, du coup, effectivement, lui, il est sur toute la partie du coup développement, et moi, j'ai déjà fait du coup toutes les maquettes, donc sur un logiciel, enfin une plateforme qui s'appelle Figma, qui permet d'avoir un prototype en fait, de faire vraiment tout un parcours client de A à Z et de manière concrète, pour que du coup les clientes elles puissent donc l'user expérience qui est mais juste graphique, quoi. Exactement. Donc ça, tu vas donner, genre en gros, je veux que mon application ce soit ça, visuellement. Parce que je ne sais pas le faire techniquement, mais je l'envoie après à mon CTO qui va coder de façon à ce que ton mock-up de Figma apparaisse. C'est exactement, bien ça. c'est ça. Oui. Juste être sûr que je suis. C'est exactement ça. J'ai fait toute la partie mock-up, tout le flow. Finalement j'arrive sur l'app, je veux me connecter à ok c'est bon, le body est dans mon panier et je le recevrai dans 15 jours, quoi. Okay. Donc voilà, donc on travaille conjointement sur ça, et l'idée du coup c'est de sortir incessamment sous peu la vraie app qui sera téléchargeable du coup sur les différentes plateformes, puisqu'on le fait autant sur Apple que Android. En sachant qu'au début, on a priorisé donc toute la version, toute la vision holistique qu'on a pour l'application ne sera bien sûr pas dispo. L'idée étant de faire des mises à jour et de sortir petit à petit. On a priorisé en fait sur les 3 fonctionnalités, on en a priorisé 2. C'est celles-ci qui sortiront en premier, et petit à petit, on va venir implémenter les autres fonctionnalités pour que, au final, ça devienne une appli qui, comme je le disais tout à l'heure, soit holistique, quoi. Ok, alors quand ça commence, donc là tu vas lancer avec les 2 fonctionnalités qui sont donc quoi, la marketplace de seconde main. Ouais, et la partie professionnelle. Alors c'est quoi ça? Ah donc, oui, mise en relation avec des professionnels. Exactement, la partie professionnelle de la maternité. En gros, il n'y aura pas la partie communauté au tout début dans un premier temps. D'accord. Et du coup, pour la partie professionnelle de maternité, comment ça s'orchestre? Donc il y a 2 parties. La première, c'est le référencement. C'est-à-dire que du coup, toute maman susceptible de chercher un service, que ce soit pendant sa grossesse, pour le postpartum ou en tout cas pendant sa maternité, elle pourra du coup se diriger sur cet annuaire de cette application, et il y aura en fait noté si le professionnel est disponible en physique, donc il y aura sa localisation, ou bien en visio. L'idée étant d'organiser aussi des ateliers virtuels, par thématique, qui seront hébergés aussi sur l'application mobile, et qui pourront, du coup, toutes les mamans pourront s'inscrire et se connecter et échanger avec le professionnel de santé, donc, ou le professionnel de la maternité. Ça doit être beaucoup de travail quand même. Et comment vous avez réussi à avoir votre première version en si peu de temps? On est à fond dessus. C'est-à-dire, parce que encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, être à fond dessus, ça veut peut-être dire 3 heures par jour. Qu'est-ce que tu veux dire concrètement? Non, du coup, c'est vraiment un travail de longue haleine et à plein temps. Et c'est surtout, je pense, la clé, c'est surtout d'être flexible, parce que entre le début, ce qu'on s'est dit avec mon associé, comment on a présenté les choses, et la version que nous allons sortir là, j'ai l'impression que c'est limite plus le même projet, le jour et la nuit. Ça a totalement évolué. Donc oui. Je sais pas si tu lis beaucoup de livres, si c'est ton truc. Oui. Moi, c'est beaucoup trop mon truc des fois. Et il y a beaucoup de créateurs de start-up qui ont commencé avec des idées qui n'avaient rien à voir avec le succès final qu'ils ont eu. Tu prends Jeff Bezos avec Amazon, tu prends même des plus modestes. Et je trouve que c'est un bon signe de justement pivoter, repivoter après avoir itéré
pour trouver le truc. Si ça se trouve, je pense que là, votre lancement, c'est que le premier et que j'espère que dans 2 ans, tu me diras, oh là là, ton épisode de podcast, il est un peu outdated, tu vois. Exactement. Et ce sera une bon bonne signe. chose, ouais, voilà. Ouais. Donc là, tu as le first step, donc vous avez quasiment la date de lancement, là, c'est là. Ouais. Qu'est-ce que tu attends de ce lancement ? Du coup, ça va permettre encore une fois de tester de manière concrète le nombre de téléchargements, les fonctionnalités les plus utilisées. On va vraiment voir les points chauds sur l'application. L'idée aussi, c'est de faire du volume sur cette application, ce qui sera permis notamment par le côté marketplace, puisqu'on sait que si on veut avoir beaucoup de gens attirés sur la marketplace, il faut qu'il y ait beaucoup d'offres. Bien sûr. Donc il faut beaucoup de vendeuses Réseau, dessus, ça va commencer par là. Donc ce que j'attends là de manière imminente, c'est vraiment d'avoir de la visibilité, de pouvoir me faire connaître, de pouvoir embarquer tout le monde. Ouais. Et j'ai la chance du coup d'avoir des ambassadrices à mes côtés qui sont hyper impliquées aussi, qui m'aident au quotidien on co-construit vraiment cette application mobile ensemble. Et du coup, je compte aussi sur elles et sur leurs réseaux respectifs aussi. Sur la viralité pour t'amener du volume. Pour alors faire de l'organique. Ouais. Des ambassadrices, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu as engagé des gens ou alors tu travailles avec des clientes ou alors c'est les gens qui t'ont aidé ? Qui c'est ces ambassadrices ? Alors, les ambassadrices, comment je les ai trouvées ? C'est vraiment au début, j'ai commencé par mon entourage proche, bien sûr. Et après, ça a fait un peu effet boule de neige aussi. Il y en a qui se sont reconnus dans le projet, qui se sont sentis impliqués et qui ont promu finalement l'application, tu vois, en proposant pareil aux personnes qu'elles connaissaient, etc., et qui répondaient bien sûr aux critères que je cherchais, de rejoindre l'aventure, si bien que là on est une centaine de personnes à l'heure actuelle. On est toutes sur un groupe WhatsApp et elles sont impliquées dans le sens où tous les jours, entre le lundi et le vendredi, j'abuse pas, je les laisse tranquilles le week-end quand même. Je leur pose une question sur l'application. Donc ça peut être autant sur le branding, donc le branding, c'est-à-dire l'identité visuelle, le logo, le nom, etc., que au contraire sur les fonctionnalités, sur les besoins. Par exemple, une des dernières questions, c'était OK, on organise un atelier virtuel avec tel ou tel praticien. Est-ce que pour vous, c'est légitime que le papa se connecte avec vous, ou est-ce que c'est un sujet qui doit être traité de manière plus intime entre femmes ? Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et donc, elles, en fait, m'apportent toutes les réponses. Elles débattent aussi entre elles en apportant leur vision. Et moi, ça me permet d'en tirer des conclusions, puisque ça me fait quand même un bon panel et des retours très qualitatifs, quoi. Et c'est des sondages que tu fais, ou alors c'est comme ça, là, en mode guerre civile dans WhatsApp, tu poses une question et comment ça se passe ? Alors, il y a les deux. Il y a des sondages, donc des sondages qui peuvent être sur plusieurs jours aussi, pour plus ou moins cibler selon les réponses. Mais il y a aussi des questions ouvertes. Et c'est ça que j'ai trouvé fou, c'est que vraiment, même sur les questions ouvertes, j'ai un taux de réponse quotidien qui est hallucinant. Les gens aiment ça, quoi. Ouais. Alors, c'est plus de 50% quoi, au quotidien. Ah oui. Ok, donc c'est un vrai taux de... pour ceux qui connaissent les taux d'ouverture des emails ou des sondages, là on est au-dessus largement. Exactement, c'est pour ça que je dis que j'ai beaucoup de chance d'avoir un tel engagement et que c'est naturel en fait qu'elles soient aussi ambassadrices, parce que je les implique tellement. Bien sûr. Elles décident tout autant que moi, quoi, limite. Et donc du coup, ça fait que... ne serait-ce que mes posts LinkedIn par exemple, il y en a plein qui vont les repartager, il y en a plein qui ont pour vocation de... C'est ça. Alors, de faire connaître l'app. Ta stratégie, c'est LinkedIn, je pense. C'est comme ça que je t'ai vu émerger. Oui. Mais t'as d'autres réseaux, t'as d'autres canaux ? Alors, j'ai Shotgun, tout ce qui est, bien sûr, les réseaux qu'on connaît tous, Instagram, TikTok, même Pinterest, etc. Vraiment, c'était important pour moi d'avoir créé les comptes. Après, je ne voulais pas, pour une raison plus de stratégie, les activer trop en amont, parce que je pense que ça peut aussi avoir un effet inverse, essouffler un peu le FOMO effect, plutôt que de créer justement du teasing, du suspense. Donc du coup, j'ai attendu avant d'activer ces réseaux-là. Là où par contre, sur LinkedIn, j'ai trouvé ça hyper intéressant de pouvoir être transparente sur le processus de création de l'app, de pouvoir
illustrer en fait chaque étape, expliquer les difficultés, les succès, mes techniques, etc. Faire ce qu'on appelle du coup building public, qui est très à la mode en ce moment, et on va y revenir. Qui est très à la mode et qui permet de créer un engagement aussi qui soit assez fort. Voilà, de me faire connaître et de solliciter aussi d'autres clientes potentielles en fait, parce que du coup il y en a plein qui me contactent pour me dire qu'elles répondent à mes critères, qu'elles seraient ravies d'aider, et tout ça c'est via LinkedIn. C'est assez impressionnant la portée organique que ça peut avoir, ne serait-ce qu'un post. Bien sûr. En général ça me permet de toucher à minima 3000 personnes, entre 3000 et 5000 personnes par post. Et sachant que j'ai des posts qui ont atteint 70 000 vues, quoi. C'est énorme. Donc ça va très vite, oui, effectivement. Alors, quand tu parles comme ça, building public, donc construire en public, quoi, être transparent par rapport à son parcours. Voilà, aujourd'hui je lance ça, aujourd'hui j'ai eu des difficultés pour ça. Et tu vas vraiment dans la profondeur dans tes posts. Je les ai quasiment tous lus. Et je sais que c'est dur parce que je fais aussi de la création de contenu. Oui. Comment tu travailles, tu te lèves le matin, tu fais ton post sur quoi? Est-ce que tu as des thèmes parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont des business et qui n'osent pas partager, écrire. Ils se disent c'est bon, les gens s'en foutent. Et quand on voit des exemples comme les tiens, je pense que c'est important que tu leur dises quoi faire parce que là, tu as du résultat. Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui m'ont énormément aidée. Il faut savoir que dans tous les cas c'est inconfortable au début de se lancer et de publier. On a vraiment l'impression de se dévoiler, de se mettre à nu, d'autant plus qu'on sait que LinkedIn c'est un réseau professionnel, donc on sait que potentiellement il y a nos directeurs, nos anciens directeurs qui vont lire. C'est libérateur un peu ça, non? Oui, complètement. Du coup j'ai mis plusieurs choses en œuvre. Déjà je me suis dit que j'allais avoir besoin de soutien. J'aime beaucoup l'esprit de sororité, donc là j'allais plutôt m'adresser aux femmes, mais il existe énormément de challenges, de réseaux d'entrepreneuses qui s'aident pour ce genre de spécificité. Moi j'ai rejoint du coup un des challenges créés par Nina Ramen, qui est la boss vraiment à qui on passe le bonjour d'ailleurs. Exactement. Et il s'avère que du coup c'était un challenge sur une semaine où il fallait publier du coup tous les jours sur une thématique bien précise. Donc on nous donnait soit la trame à adopter, soit juste une thématique un peu plus large, etc. Et en fait le but de ça c'est effectivement de se jeter à l'eau et d'être actif, mais c'est aussi de faire des rencontres, d'avoir un groupe de soutien. Et nous on est restés on est une dizaine en fait de nanas à être restées en contact, à s'aider, à se conseiller sur nos posts, etc. Donc ça c'est une des choses, le fait de ne pas se sentir isolé, seul et jugé aussi, ça aide. Ensuite l'autre chose aussi qui sert beaucoup c'est de programmer, parce qu'on a moins la pression quand on clique à l'instant T et que c'est vu instantanément versus quand on programme, je sais pas moi par exemple les 3 prochains posts et que du coup quand ça sort on n'est pas forcément connecté sur LinkedIn, ou en tout cas c'est plus de notre ressort. Le fait de les programmer ça enlève une charge mentale qui est considérable. Et après il faut aussi avoir je dirais un fil conducteur, une stratégie, et moi celle que j'ai choisie c'est de publier chaque mardi. Parce que c'est déjà quand même assez énergivore, je trouve, de publier de manière hebdomadaire. Donc je me suis dit que pour l'instant, bien sûr que c'est une des priorités, mais c'est pas non plus la sur-priorité versus la construction de l'app. Donc ce que je fais, c'est que je publie tous les mardis matins à 8h30. Et en fait, j'ai créé le concept Mar Diary. Ouais, j'ai vu Mar Diary. Voilà, qui est un mélange de mardi et de diary. Et donc pour ceux qui ne maîtriseraient pas l'anglais, ça veut dire journal intime. Voilà. Et donc qui est en lien en fait avec le côté building public. Je raconte ce qui se passe dans mon quotidien d'entrepreneuse, et aussi je raconte ce qui se passe pour l'application, quoi. Ok, alors est-ce que tu as... Donc, tout le côté technique, c'est ton associé. Toi, tu as la vision, on va dire, capitaine du navire, je veux aller là-bas, on y va. Exactement. Alors, est-ce que tu t'entoures de... Comment tu t'entoures pour le reste? Parce qu'il va y avoir beaucoup de choses, ou il doit y avoir beaucoup de choses, niveau marketing, niveau lancement, niveau attaché de presse, toutes ces choses-là. Est-ce que tu as des gens en tête, ou alors tu veux tout faire toi-même? C'est quoi ton plan là, pour 2024?
l'idéal, effectivement, ce serait à terme de pouvoir recruter, de pouvoir agrandir l'équipe. Et je sais que ce sera indispensable dans tous les cas, ne serait-ce que pour le customer service, etc. Néanmoins, là, pour toute cette phase-là qui vient de passer, on a avancé qu'à 2. Donc, comme tu le disais, lui sur la partie technique et moi sur le reste. Je trouve que jusqu'à maintenant, ça l'a très bien fait. Et ça va continuer un peu comme ça, tout simplement parce qu'on n'a pas levé de fonds et on ne compte pas en lever de manière imminente. Donc en fait, on va pas recruter de suite quelqu'un dans l'équipe. Donc en fait, je priorise. J'essaye vraiment de faire... d'enlever tout le superflu, de me concentrer que sur les tâches qui ont un gros effet de levier. 80-20 Pareto. Voilà, exactement, pour ne pas citer la loi de Pareto. Et l'idée, c'est d'avancer comme ça jusqu'à ce que ça marche et que ça tourne et que ce soit rentable. Et à ce moment-là, bien sûr, on agrandira l'équipe et on pourra faire des choses encore plus qualitatives, encore plus poussées et qui ont du sens. Ouais. Ok, alors on va juste faire un petit aparté sur la levée de fonds. Après, on va passer au business plan et à la monétisation. Tu me dis que tu veux pas faire de levée de fonds, ce qui est généralement contraire à ce que l'être humain veut. Quand tu fais une levée de fonds, tu as du pognon qui rentre, tu as de l'expérience à travers des mentors ou alors des VC, donc des venture capitalistes qui investissent sur ta société parce qu'ils y croient. Pourquoi tu refuses ce confort-là ? Moi, je suis d'accord avec toi. Avant tout, je suis biaisé. Mais cette approche-là, pour moi, elle est de plus en plus rare, surtout dans les 10 dernières années qu'on a vécues où, en gros, l'argent des investisseurs était disponible partout. Et là, il se fait un peu plus rare. Donc, c'est généralement les gens qui survivent suivent ce que tu fais toi. Donc, bravo. Mais pourquoi tu choisis ce confort-là ? Alors, tu refuses ce confort-là. Bien sûr, c'est vrai que ça pourrait paraître alléchant, d'autant plus qu'en publiant sur LinkedIn, encore une fois... Tu as fait des envieux. Voilà, et ça a attiré beaucoup d'investisseurs. J'en attendais pas autant en MP. Donc... j'ai passé d'ailleurs à quelques calls justement pour avoir un peu leur son de cloche, prendre la température, voir aussi par rapport aux autres projets qu'ils voyaient passer, etc. Néanmoins, donc il y a 2 teams. Il y a vraiment la team qui va lever à tout prix de manière rapide pour agrandir l'équipe. Et puis il y a la team un peu plus bootstrap qui veut commencer avec son propre cash et qui veut avoir un business qui s'auto-rentabilise et qui permet de prospérer. J'ai opté pour la seconde option pour l'instant parce que le business model de l'app peut me permettre de le faire. On est sur une marketplace, donc on a quand même un système de commission sur les transactions, etc., qui est assez classique sur les marketplaces et qui peut permettre s'il y a du volume, ce que je nous souhaite, voilà, qui peut permettre d'être rentable de manière rapide. De même, on a d'autres leviers par rapport à notre app sur la partie professionnelle, par exemple, qui pourront permettre d'avoir une rentrée d'argent importante. Donc, je pense que, bien sûr, si on bloque et qu'on voit qu'on n'avance pas assez vite, qu'on a besoin d'avoir du renfort de manière indispensable et que, voilà, si on n'a pas d'autre option, je ne suis pas contre une levée de fonds. Néanmoins, si pour l'instant on peut rester que tous les deux au board, avoir cette liberté, cette flexibilité de pouvoir s'orienter comme on le souhaite, voir se réorienter, etc., sans devoir rendre des comptes. C'est ça. Je préfère qu'on garde cette liberté. Eh ben, t'as bien raison. Et je pense que c'est le plus important. Bon, moi je suis très très accro à cette liberté-là de manipuler sa propre barque, tu vois, à travers les erreurs et les bons côtés, parce qu'une fois que ça y est, t'es au top, t'as réussi, ton app elle fonctionne, là oui, tout le monde, oui, bien sûr, oui, on veut investir, mais quand il y a rien, quand tu foires, quand tu réitères, il y a pas de résultat, il y a pas grand monde, donc c'est bien de garder ta liberté pour ça. Et je pense que ça jouera beaucoup sur l'avenir de l'application. Alors, le business plan, surtout le modèle de revenu, tu m'en as parlé un petit peu, si tu peux détailler, si tu veux. Donc, sur la marketplace, tu prends une commission sur les ventes, qui est classique des marketplaces. Exactement. Et derrière, pour les professionnels, c'est un peu format Doctolib, j'imagine. Pour s'abonner à la plateforme, ils doivent payer un monthly. Donc, dans un premier temps, dans tous les cas, pour faire du volume, ce sera gratuit. Dans un second temps, pour être référencé, ce sera format abonnement au même titre que Doctolib, exactement.
Et après, comme il y aura des ateliers virtuels aussi, selon les ateliers mis en place, ce sera aussi une source de revenus. Okay. En revanche, je ne souhaite pas monétiser toute la partie communauté parce que le but est vraiment de pouvoir donner la parole aux femmes, de pouvoir leur rendre accessible tout le côté conseil, soutien émotionnel, etc. Donc je ne veux pas faire... on va dire privilégier juste certaines femmes et laisser de côté les autres. Okay. Le but, c'est que ce soit vraiment quelque chose de bienveillant. Donc pour moi, l'accessibilité de l'application est vraiment clé. Hein. C'est le cœur des valeurs que j'essaye d'insuffler dans l'app. Donc cette partie communauté sera complètement accessible du coup à toutes les mamans. Ok. Oui. Et pour ce qui est du lancement de l'app, est-ce que tu as un calendrier, tu as quelque chose, J+1, J+5, J-5, teasing sur les réseaux, ou alors pas du tout, tu vas juste balancer l'application sur les plateformes et puis voir comment ça se passe. Qu'est-ce que tu as en tête? Qu'est-ce que tu as prévu? Oui, sans teaser tout le monde, hein. Si tu veux, je le sors quand tu me le dis l'épisode. Hein. Si tu veux que je le fasse après, il n'y a pas de problème. Non, je pense que effectivement, il y aura ce format de teasing. L'idée, c'est d'activer les réseaux environ 3 semaines avant le jour J. Pour créer justement, comme j'en parlais tout à l'heure, ce FOMO effect, hein, ce côté un peu peur de manquer le jour J. Ça va aussi normalement avoir une portée organique qui m'aidera le jour du lancement. Il y aura plus de personnes qui connaîtront, qui auront eu vent de l'application mobile. Après, je ne vais pas m'engager sur une date précise. Bien sûr. Parce que je préfère être trop en avance qu'en retard. Et effectivement, je préfère être là au bon moment, mais sans donner de date précise. Très bien. On revient au début. Comment tu as eu cette idée? C'était alors donc tu n'es pas maman, pas encore. Oui. Est-ce que il y a quelque chose, il y a un événement dans ta vie, une rencontre, ou alors quelque chose qui t'a fait penser à cette application, ou alors c'était quelque chose qui est venu en toi? Comment ça s'est passé? En fait, je pense que ça n'a pas été juste un déclic, un instant T, mais ça a été plus un cheminement. Parce que j'ai évolué du coup dans un univers particulièrement féminin. C'est pas une légende, chez Chanel, il y a beaucoup de femmes. Au même titre que dans mon entourage, j'ai beaucoup de jeunes mamans qui sont arrivées en plus la même année. Et en fait, je me suis rendu compte très vite qu'il y avait un manque, un vrai besoin au vu de l'obsolescence des articles pour bébé et de l'obsolescence des articles pour la maman aussi, hein, pour la grossesse et pour la maternité. Et sauf que du coup, il y en a plein qui culpabilisaient d'acheter, qui voulaient pas non plus se ruiner et qui du coup ne trouvaient pas forcément de compromis. Donc j'ai commencé à penser à la marketplace à ce moment-là, et en me renseignant, j'ai vu qu'effectivement il en existait, mais il n'en existait pas qui était orienté vraiment vers la maman. D'accord. C'est souvent plus le bébé, même au niveau de la DA, etc., c'est souvent plus orienté vers les bébés, mais pas vraiment une safe place, un endroit un peu confort et référence pour la maman. Et du coup, je me suis dit que c'était bien dommage au vu du nombre de personnes concernées, n'est-ce pas ? C'est vrai. Bah oui. Et c'est par cet axe-là que j'ai commencé à creuser. Au début, j'en parlais à l'entourage et à toutes les personnes concernées. Et j'ai vu que ça prenait bien. Et après, petit à petit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À force d'interroger, je me suis rendu compte que le pain point, il n'était pas juste matériel, mais qu'il était aussi émotionnel et surtout qu'il était lié entre les deux. Et ça, c'était vraiment un élément différenciant versus les acteurs déjà en jeu. Présents. Ouais. Ouais. Alors, l'aspect communauté que tu vas développer au fur et à mesure, moi, je suis convaincu de son importance capitale. C'est quoi, toi, ta vision sur ça, sur les communautés? Aujourd'hui, ça a tellement changé. Moi, j'ai 37 ans. Je me rappelle, il y a 20 ans, tu t'aurais dit tout se jouera sur les communautés. Les gens te diraient, mais attends, tu parles d'une secte? Ou alors, tu parles de quoi? Tu vas m'emmener dans un village avec des bouddhistes? Une communauté de quoi? Mais aujourd'hui, c'est capital pour le lancement de quoi que ce soit. Oui. Donc, est-ce que tu mises beaucoup là-dessus? Oui, complètement. Alors déjà, il faut savoir que le mot secte, tu le dis en rigolant, mais moi je l'ai entendu je ne sais combien de fois dans mes interviews. Le côté, quand on devient maman, on a l'impression d'intégrer un nouveau monde parallèle dont on n'avait pas connaissance, vraiment une secte, oui. Et je pense qu'il est essentiel. Pourquoi ? Parce que à l'heure actuelle, bien sûr, il y a des couples, le papa est très présent. Néanmoins, il y a des sujets qui vont toucher juste la maman. Il y a des symptômes, des choses que la maman va vivre et dont elle a vraiment envie de parler. Et en fait,
même si elle est entourée, elle a peut-être pas autour d'elle une personne qui va avoir ressenti la même chose. Et donc très vite, on peut se retrouver isolé dans ce genre de situation. Or, on sait que, en plus avec les hormones et tout ce qui va avec, c'est vraiment pas des périodes faciles. Donc, je trouvais ça vraiment essentiel de pouvoir donner l'opportunité à toutes ces mamans d'échanger de manière simple. L'idée, c'est pas que ça devienne un nouveau réseau social à la Facebook pour les mamans. Ce sera plus un principe de questions-réponses pour celles qui vont chercher à lire d'autres témoignages et d'autres avis, mais qui veulent pas non plus tomber dans l'infobésité. On m'a aussi beaucoup cité ce mot-là, l'infobésité, parce que les mamans me disaient que dès qu'elles tombaient enceintes, et en particulier pour leur première grossesse, elles étaient submergées en fait d'informations. Ouais. C'est ça. Ce qui est le symptôme de l'époque d'aujourd'hui un petit peu. Exactement. Dès que tu sors ton téléphone, tu as tout, accès à tout, l'information est partout, quoi. C'est ça, c'est pas qu'il y en a pas, c'est qu'il y en a trop et qu'on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant d'avoir justement une app qui soit de confiance, qui soit de la référence, qui soit fiable et qui regroupe tous les sujets et qui puisse faire gagner du temps et libérer l'esprit et la charge mentale des mamans, quoi. Alors quand tu utilises beaucoup des mots du champ lexical du confort, confiance, tous ces trucs-là, alors comment tu le fais sentir aux gens, ça, quand ils arrivent sur un site? Parce que c'est dur à faire, ça. Oui, complètement, et ça va être là tout l'enjeu d'ailleurs. Ouais. Mais tout va se jouer dans l'expérience client. Okay. C'est vraiment les valeurs de l'app, ce côté transparence, confiance, fiabilité. Et du coup, tout va se jouer effectivement via les personnes qu'il y aura déjà sur l'application. J'ai vraiment envie qu'il y ait un climat de bienveillance et que ça se sente. Je sais qu'à l'heure actuelle, il existe des apps qui sont communautaires, mais en fait, il y a énormément de mamans. Honnêtement, c'est au moins 60% des mamans qui ont rejoint ce genre d'app, qui ont dû partir au bout de quelques mois, voire des fois quelques semaines, parce qu'en fait, elles ne retrouvaient pas le confort qu'elles étaient venues chercher sur ces apps-là, parce qu'elles les trouvaient trop angoissantes, des fois même violentes. Explique-nous un peu, parce que je trouve ça très intéressant. En fait, il y en a plein, par exemple, pour donner un exemple concret, elles vont ressentir des symptômes pendant la grossesse, et donc elles vont chercher d'abord sur des forums, sur des sites, elles vont tomber donc sur des applis concurrentes, et elles vont voir différentes réponses. Et en fait, il s'avère que c'est un peu libre parole, donc tout le monde s'exprime, tout le monde donne son avis, mais ça peut très vite partir dans tous les sens et ça peut très vite partir dans les jugements aussi. D'accord. Et du coup, il y en a plein qui se sont retrouvés à chercher du réconfort et en fait à se retrouver un peu sur la place publique avec beaucoup de jugements, de conseils, mais pourquoi tu fais ça, mais tu devrais jamais faire ça, mais ça c'est risqué, mais et du coup qui se sont retrouvés dans un climat tellement angoissant qu'elles ont préféré partir de l'appli. D'accord, ok, j'ai compris. Alors je pensais que moi ça venait du site en lui-même, c'est pour ça que je comprenais pas. Non. Comment tu fais pour éviter ça? Tu parles de la modération? Comment tu vas faire? Alors je vais pas donner toutes les clés ici, mais en fait ça va être justement la construction de la communauté. D'accord. C'est pour ça que je disais c'est hyper important pour nous avec mon associé de ne pas créer un deuxième Facebook. Où chaque personne va pouvoir juger l'autre, mais d'avoir plus un climat de bienveillance et de confiance, parce que tu le verras, mais ça va être construit de telle manière que les gens vont pouvoir donner leurs retours, leurs avis, leurs conseils, mais ce sera pas aussi ouvert que si c'était un réseau social non modéré. D'accord, ok, très bien. Donc toujours garder cette bienveillance, c'est comme ça que tu arrives à maintenir ce climat-là. En tout cas, c'est la vision que exactement. Alors, qu'est-ce que tu attends pour 2024 à part un lancement en grande pompe? Qu'est-ce qui te ferait plaisir vraiment si on se revoit dans 12 mois et pour voir où t'en es, Amazing, qu'est-ce que tu attends? T'as des objectifs? Oui, bien sûr. Du coup, le premier, c'est bien sûr de rencontrer du succès avec ce lancement et donc de pouvoir, sur un court moyen terme, vivre entièrement de ce business-là. Vraiment, ça, ce serait le dream d'avoir réussi à créer ma propre boîte qui prospère. J'adore aussi le management. Moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'ai eu l'occasion, beaucoup d'opportunités de manager dans ma précédente carrière chez Chanel et du coup je sais que
ce serait aussi sujet à mon épanouissement de pouvoir avoir mon équipe, à manager, des choses à transmettre, etc. Et surtout, c'est quelque chose qui va toujours me pousser vers le haut, vraiment, parce que en tant que manager, si tu veux bien manager, tu es obligé de tout le temps te remettre en question, d'être sûr d'apporter des choses aux gens. Et du coup, c'est quelque chose qui est challengeant au quotidien, mais qui fait, je trouve, ressortir la meilleure version de soi. Donc ça, si dans 12 mois, je te dis, ça y est, j'ai ma petite équipe et j'ai réussi à créer mon petit business avec plusieurs personnes qui sont inspirantes, ce serait le top. Et après, bien sûr, il y aura une question de notoriété. Le but, c'est de me faire connaître, mais avant tout, c'est de faire connaître l'application mobile aussi. Donc, je peux pas dire qu'elle sera peut-être top of mind dans 1 an. Néanmoins, j'aimerais beaucoup que ce soit quand même qui a un petit attrait, une app, qui est quelque chose qui devienne petit à petit la référence et ce qui s'inscrit vraiment comme l'app incontournable quand on tombe enceinte. L'objectif est lancé, c'est voilà. Bon, c'est bien de viser haut. Exactement. Tu m'as dit au début de notre entretien, tu m'as dit je savais que j'allais devenir entrepreneuse. Oui. Alors, d'où ça vient ça ? Je saurais pas trop l'expliquer, mais ça m'a toujours donné envie. Quand je voyais autour de moi les nanas qui lancer leur marque, celles qui décidaient d'être leur propre patron et essayer de se lancer. Ça m'a toujours fascinée et c'était vraiment un projet qui était hyper inspirant pour moi. Donc c'est vrai que j'ai eu cette idée-là et j'ai vraiment eu envie d'être au service des femmes et en particulier de la maternité. Mais je pense que si j'avais pas trouvé ça, je me serais quand même lancée pour autre chose parce qu'au-delà du projet, il y a vraiment une expérience de vie. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un monde à part. C'est tellement différent du salariat que... Non, mais c'est ça. Sauf qu'on n'a pas envie d'arrêter. Donc... Nous, on se retrouve dans des... C'est le contraire, en fait. C'est l'antonyme des alcooliques anonymes. Exactement. On se retrouve dans des locaux et puis on dit qu'on veut continuer. Exactement, c'est ça. C'est une drogue. On a l'impression d'être piqué à ça. Et c'est assez magique comme aventure et surtout c'est à la portée de tous. C'est ça que je trouve assez incroyable. C'est vrai. Aujourd'hui, je suis d'accord avec toi et je passe mon temps à en parler dans la Grande Évasion et autour de moi. Ça n'a jamais été le meilleur moment 2020, 2021, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour se lancer. Oui. Aujourd'hui, un micro, un café et puis on peut, ce qu'on fait là, on peut atteindre des gens qui peuvent potentiellement être intéressés par nous. Les algorithmes travaillent toujours pour nous. Exactement. Si tu parles d'un sujet X, Y, Z, l'algorithme va le servir à l'audience qui le veut. Oui. Ça, à l'époque juste de nos parents, c'était impensable. Parce que tu allumais la radio classique, mais radio classique n'allait pas dans les oreilles directement des gens qui étaient fanatiques de Beethoven ou de Mozart. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et les gens ne s'en rendent vraiment pas compte, encore aujourd'hui, je pense, à part des petits malins comme nous, parce que c'est la vérité. D'ailleurs, je te conseille, je sais pas si tu l'as lu, je passe mon temps à le recommander, le livre de Naval, l'almanach de Naval Ravikant. Ça te dit quelque chose ? Non, je te l'enverrai. Ah oui, je note ça parce qu'il en parle de ça et c'est vraiment le pouvoir du média, tu vois, d'enregistrer quelque chose. Voilà, là, ce qu'on enregistre là, une fois, pendant 1 heure de notre temps. C'est ça. Mais qui sera répliqué des dizaines, centaines de fois et ça, c'est possible pour tout. Donc, toi, tu as l'air d'en être consciente et bravo à toi pour le lancement qui va arriver donc à une date ultérieure, bientôt là. Et avant de finir, je pose toujours ma question fétiche. Pour toi, la Grande Évasion, c'est quoi ? Pour moi, c'est mon podcast, mais je l'ai appelé comme ça parce que je me suis évadé, je suis parti du salariat. C'est ce que je voulais. Et pour moi, c'est une évasion parce que c'est la liberté. Mais pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque ? Oui, écoute, moi je vais un peu être en ligne avec ce que tu dis aussi. Je pense que c'est aussi la liberté, le fait de choisir, parce que je suis persuadée du coup que la vie est un choix, on en fait ce qu'on veut. Encore faut-il avoir le courage de se lancer, de prendre le risque d'essayer. Mais je pense que la Grande Évasion, c'est la recherche de la liberté pour avoir une vie sur mesure qui nous correspond et qui est complètement sujette à notre épanouissement. Sur mesure, j'aime beaucoup cette définition. Une dernière question avant de te laisser, parce que je sais que tu as un gros agenda. Quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs et entrepreneuses qui ont une idée de projet, qui veulent lancer leur boîte, qui sentent dans leurs entrailles que ce serait vraiment
ça leur truc, mais qui sont bloqués par, tu sais, tout ce qui nous a bloqué aussi, le doute, non, attends, peut-être que ça va pas marcher, qu'est-ce que vont dire mes parents, mes amis, mes collègues, etc., etc. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Alors, je leur dirais, allez sur YouTube, regardez des vidéos, instruisez-vous. Non, en vrai, c'est fou, je trouve, toutes les ressources qu'il y a et à quel point, en fait, ça peut changer l'état d'esprit. Totalement. On le dit qu'être entrepreneur, c'est aussi un état d'esprit et c'est vrai. Et au début, quand on arrive, on se dit comment il y a pu avoir ce monde à côté de nous et on est resté ignorant. Quand on est dans le salariat, on n'en a pas du tout conscience. Et en fait, tout ça, c'est à notre portée avec Internet. On en parlait tout à l'heure. Donc vraiment, pour les personnes qui sont susceptibles de se lancer, qui ont envie, mais qui n'osent pas parce qu'elles se mettent des barrières, en fait, des croyances limitantes, je leur conseillerais de s'ouvrir en regardant des vidéos YouTube de gens inspirants, de gens qui ont des carrières vers lesquelles elles veulent tendre, par exemple, en tant qu'entrepreneur, de lire des livres aussi. Il en existe des centaines et des centaines qui sont recommandés pour ça, pour le développement personnel et pour agrandir sa vision des choses. Et surtout, on n'a qu'une vie. Donc, en fait, il faut oser. Et le risque, il est plus gros quand on ne tente pas que en fait, celui qui échoue, il sera allé plus loin que celui qui n'a rien tenté. Donc, finalement, c'est qu'une victoire. Donc, go. Hein. Bravo pour ta positivité, bravo pour ton projet. Et donc, Momazing, l'application incontournable pour les mamans enceintes. Je l'ai bien dit, c'est bon, le pitch est bon. Parfait. Donc on attend le lancement, je te souhaite de la réussite. Merci pour ton sourire, merci pour ta positivité et le temps que tu m'as accordé. Et j'espère te revoir sur la Grande Évasion ou ailleurs, ou à la télé, ou alors, tu sais, le truc préhistorique là, la télé. Là, ah oui, non, je connais pas ça. Donc sur les réseaux, sur les sites internet, et beaucoup de succès à toi et merci encore Pauline. Merci beaucoup Naïm de m'avoir accueilli sur ce podcast. C'était la première fois que je me prêtais au jeu et j'ai beaucoup aimé l'exercice. Donc fais très bien. Beaucoup. Top. Et bonne continuation à toi. Au plaisir de revenir dans un an pour le bilan. Avec grand plaisir, t'es invité. Merci encore. Merci. Ciao. Si vous pensez que l'épisode peut intéresser quelqu'un, foncez, lui envoyez le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je laisserai un lien en description. Et d'ici là, restez connectés. Je suis Naïm Terrache et le but, c'est la Grande Évasion.